Bonjour, je suis Sergio et je vais vous présenter les conflits amour-félonie dans l'œuvre de Tristan et Isolde. Bon, je vais faire une petite introduction. Après ça, je vais vous expliquer la méthode, qui est la thématologie de Pierre Brunel, qui explique les thèmes émotifs d'une œuvre. Et après ça, je vais vous présenter les deux thèmes principaux, qui est l'amour, spécialement l'amour courtois, et la félonie. Bon, avec l'introduction, cette affiche, on peut voir qu'il parle de le conflit amour-félonie, mais l'œuvre de Tristan, non, pardon. Vale. L'œuvre de ces affiches est l'œuvre de Joseph Bédier, mais il y a différentes versions. Par exemple, la version de Béraud, qui a été écrite dans la seconde moitié du XIIe siècle, il ne reste que 4485 vers. Après ça, on trouve que Thomas d'Angleterre, en 1175, a écrit Tristan et Isolde. Et c'est un peu spécial parce que c'est la version courtoise. Pourquoi? À cause du développement de la psychologie des personnages. Et finalement, le poète allemand Elia von Obersch compose Tristan, qui est un peu spécial. Pourquoi? Parce que ce livre ou cette œuvre a la peculiarité d'avoir deux parties. La première partie raconte l'histoire d'amour entre les parents de Tristan, tandis que la deuxième partie raconte l'histoire d'amour de Tristan et Isolde. Et la méthodologie que j'utilise, comme j'ai dit avant, est la thématologie de Pierre Brunel, qui est une partie de la littérature comparée qui étudie les thèmes émotifs d'une œuvre. Bon, pourquoi on appelle littérature comparée, parce que on peut voir que je vais faire la comparaison entre Tristan et Isolde et Roméo et Juliette de Shakespeare. Et si on ne fait pas ces comparaisons, on ne peut avoir ce type de méthodologie. Bon, qu'est-ce que c'est un motif? Je ne sais pas si vous pouvez regarder, mais c'est une situation particulière sur une chose plus concrète, tandis qu'un thème est un sujet abordé dans une œuvre avec un valeur plus abstrait, comme l'amour, la félonie, l'argent ou la mort. Mais le thème peut être abordé de différentes manières. La première façon est le thème conçu comme sujet. C'est le plus connu où un thème est le sujet principal d'une œuvre. Le deuxième est le thème conçu comme un objet, où c'est l'objet qui a toutes les valeurs poétiques de l'œuvre. Et finalement, le thème conçu comme un topos, où on peut regarder le thème dans un lieu spécifique. Aussi, pour cette raison, on l'appelle topos ou, comme j'écris là, topique. Bon, parlons de l'amour. L'amour, dans cette époque, il y a un amour courtois. Et l'amour courtois a la notion de l'amour courtois au fin amour, qui est une expression du Moyen-Âge qui désigne la façon d'aimer avec pureté, honnêteté et courtoisie, ça ou son partenaire, parce que peut être de la femme à l'homme et l'homme à la femme, en cherchant la joie et la bonheur pure. Il est très différent de l'amour normal parce qu'on l'appelle l'amour de l'amour. Pourquoi? Parce qu'il ne cherche pas l'amour carnel d'une façon très rapide. Il préfère démontrer à la femme ou à l'homme, spécialement à la femme, que l'homme ou le chevalier est pur et digne de sa femme. Bon, aussi, la base de fin amour est la nature, l'écoute et la tendance de sentiments et sensations en opposition à la raison. Pourquoi? Parce que c'est un amour mal vu pour la société, un amour impossible, à cause de la figure de l'opposant. Qui est l'opposant? Normalement, c'est le mari de la femme qui notre personnage aime. Mais sans la figure de l'opposant, ça ne serait pas un amour courtois, parce que c'est l'opposant, ou cet opposant, c'est la personne qui augmente et qui fait très fort cet amour. Dans notre œuvre principale, l'opposant est le roi Marc, et on peut voir un peu après que sans son figure,
Et l'amour de Tristan et Iseult va descendre un peu. Bon, quel est le début de cette histoire? Cette histoire est un peu spéciale parce que le début de l'histoire est un filtre magique. Dans cette histoire, la magie a beaucoup d'importance. Il y a des dragons, il y a des nains, il y a le filtre. Et le filtre a été préparé par la mère d'Iseult la Blonde pour sa fille et le roi Marc. Parce que, comme on peut lire, ceux qui en boiront et ensemble s'aimeront de toutes leurs sœurs et de toutes les pensées à toujours, dans la vie et dans la mort. C'est un filtre magique qui va produire l'amour instantané, non, l'amour dans le moment qu'il le voit à la fin, mais il va continuer dans la mort. On peut trouver que c'est le filtre aussi, c'est un élément. Si on utilise les schémas quinaires d'Émile Simonet, on peut voir qu'il va être l'élément déclencheur de toutes les œuvres. Pourquoi? Parce qu'il va changer tous les rôles et tout le développement de l'œuvre. Quand Tristan et Iseult voient le filtre dans le bateau à le retour de le voyage à l'Irlande, ils commencent à s'aimer. Et c'est les choses qui c'est les choses qui va changer toute l'histoire. Bon, il y a quelques similitudes avec les filtres. Le filtre peut être vu comme le breuvage que Juliet voit pour feindre sa mort pendant 48 heures. Bon, autre similitude qu'on trouve sont les lieux. Les lieux où les amants ont des relations. Au début de l'histoire, les amants ont des relations dans le château du roi Marc, mais ils décident de s'enfuir à la forêt de Mourois. Qu'est-ce qui se passe avec sa forêt? Avec la forêt? La forêt représente la nature, la liberté, et pour ils, est comme un refuge. Pourquoi? Parce qu'ils sont libres de montrer son amour sans la prohibition, sans la règle de la société. Et c'est un lieu qui paraît presque parfait. Pourquoi presque? Parce que dans ce lieu, il n'y a pas d'opposant. Et comme je disais avant, l'opposant est une figure très importante pour ce type d'amour. Et comme il n'y a pas le roi dans la forêt, on peut voir que son amour commence à descendre et aussi sa raison commence à augmenter. Et ils ont le sentiment de culpabilité. Pour ces raisons, à la fin, pour ces raisons, il se retourne à Cornouailles. Qu'est-ce qui se passe à Cornouailles? C'est tout le contraire. C'est le lieu où il y a des prohibitions, où il y a des rois, il y a des règles. Et on peut trouver les similitudes entre Cornouailles et la maison chez Capulet, la maison de Juliet, parce que c'est le lieu où les femmes habitent et c'est le lieu où son amour est interdit. Et à cause de sa prohibition, elle préfère s'enfuir. Autre similitude qu'on trouve sont les triangles amoureux. C'est une chose très curieuse parce que pour l'architecture, les triangles sont les figures architectoniques plus stables, mais dans une relation, c'est tout au contraire. Quand on trouve un triangle amoureux, les relations peuvent se terminer. Et bon, les triangles amoureux qu'on trouve dans Tristan et Iseult, le premier est entre Tristan, le roi Marc et Iseult la Blonde. C'est très important de dire que ce triangle ne sera pas possible sans l'élément déclencheur que j'ai dit avant, les filtres. Parce que sans les filtres, l'amour entre Tristan et Iseult ne sera pas possible. Et dans ce triangle, le roi Marc fait des opposants. Pour ces raisons, il préfère s'enfuir pour être loin d'île. Le deuxième triangle est le triangle qu'on trouve entre Tristan, Iseult la Blonde et Iseult Blanchement. Ce n'est pas une coïncidence que les deux femmes s'appellent égales, parce que c'est le motif par lequel Tristan va se marier avec la seconde Iseult. Mais vraiment, non, mais elle ne l'aime pas, parce que son cœur
est seulement d'une femme, qui est la première, ici à cause du filtre. Et on peut comparer le triangle amoureux dans Louvre avec le triangle dans Roméo et Juliette, qui est le premier entre Roméo, Juliette et Rosalind, qui est la fille de Capulet, non, la nièce de Capulet. Et le second est entre Roméo, Juliette et Paris. Et dans ces cas-là, les opposants vont être Paris et Rosalind. Mais il y a d'autres opposants qui sont ces familles, parce qu'ils ont une lutte pour dominer la ville de Vérone. Bon, le deuxième thème principal est la félonie, qui est quand le Moyen-Âge est quand le vassal ou le roi fait la rupture de son contrat. Il y a 3 actes différents de félonie. On peut être quand le vassal donne des formations privées aux ennemis du roi, quand le vassal trahit son roi, attente contre la vie du roi, de la sœur, de la femme ou de sa fille. Et finalement, le troisième acte est quand le vassal injurie ou maltraite la femme du roi. Pardon, le premier, je me trouvais. Le premier, quand injurie maltraite son seigneur. Le second, quand déshonore l'épouse, qui est les choses qui se va dérouler dans notre histoire. Bon, il y a différentes félonies dans notre œuvre. La première et la plus claire est la félonie de Tristan à le roi Marc. Il y a une félonie qui est un double félonie parce que Tristan trahit le roi Marc, que c'est une chose très mal vue dans la société à cause de tromper ton propre roi. Mais aussi, c'est important de dire qu'il trompait à son oncle, il trompait les règles de la société et à sa propre famille. Et c'est une chose qui est très, très mal vue. Pour cette raison, il doit s'échapper. Dans le deuxième... Et c'est important de dire que c'est félonie à cause du filtre, parce que sans le filtre, Tristan ne fera pas ça, parce qu'il incarne les valeurs d'un chevalier courtois. Il est pur, il va protéger son roi, il est capable de trahir son propre roi. En plus, c'est Tristan qui fait le voyage à l'Irlande pour avoir la main d'Ussé pour son oncle. Mais à cause de le breuvage, tout va changer. Dans ces félonies, non seulement c'est Tristan qui fait la félonie, mais aussi c'est Ussé, parce qu'il va trahir son propre mari. Mais aussi c'est à cause du filtre. Ce type de félonie peut être justifié un peu par la magie, mais la société ne justifiera jamais ces félonies. Le second acte de félonie, on l'a trouvé dans 4 personnages, qui sont Guénelon, Gondoin, André et Desnoalin, qui sont les félons. Qu'est-ce qui se passe avec ces 4 personnages? Ils sont des chevaliers du roi Marc qui vont démontrer que Tristan a fait la trahison ou a trahi le roi Marc et aussi ceux. Pourquoi il fait ça? Parce qu'ils sont des chevaliers du roi, c'est vrai, mais ils ne sont pas chevaliers courtois à cause de ces valeurs. Parce que au lieu de développer ces attitudes et être un meilleur chevalier, ils préfèrent encalomnier le nombre de Tristan et Ussé. À la fin, à cause du destin, à cause de lutte, ils sont tués pour Tristan et Caerdin. Finalement, le troisième acte de félonie, on le trouve entre Tristan et Iseult of Blanchemont. Cette félonie, c'est une félonie de sentiments. Pourquoi? Parce qu'il va se marier avec elle, qui est la sœur de Caerdin, son ami. Mais il va se marier à cause de son physique et dit non, mais il ne va être capable de l'aimer réellement. Pour ces raisons, dans la nuit de noces, il ne va être capable de consommer son amour. Qu'est-ce qui se passe dans la félonie dans Roméo et Juliette? On trouve la félonie dans
Roméo et Juliette à ses familles parce qu'ils vont lutter à faveur de son amour, tandis que son famille lutte pour le contrôle de Véron. Et ce n'est pas bien de lutter contre ta propre famille. Et la société croit ça. Et pour cette raison, on trouve la félonie. Et pour conclure, je vous dis que le conflit amour-félonie dans Tristan et Isolde, c'est une chose qui est une relation qui est un début, qui est le filtre. Et on peut voir que sans le filtre, tous les développements, toutes les choses qui se développent dans l'œuvre ne seront pas comme ça. Parce que le filtre va changer les pensées et va être capable de faire la trahison d'un neuf à son oncle. C'est tout.